a démarré. Yes, ça enregistre. Léo, Parfait. bienvenue virtuellement à l'EPITA, Merci beaucoup. puisque tu es à Strasbourg, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter? Donc, bien sûr, enfin, je m'appelle Léo Mekent, j'ai 30 ans. Je suis cofondateur et CTO, donc directeur technique de l'entreprise qui s'appelle Scalingo. Donc, ça fait maintenant 8 ans et demi que j'ai commencé à travailler sur ce qui était d'abord un projet qui est devenu une entreprise. J'ai commencé pendant mes études, en fait, en dernière année d'études, j'ai commencé à euh, prototyper Scalingo. Je pense que j'ai cru comprendre que plus de détails, je donnerai plus de détails un petit peu plus tard. Donc j'ai un cursus, moi, d'ingénieur en développement. J'ai d'abord fait un DUT en génie logiciel à Strasbourg. Puis j'ai rejoint l'NCE, donc une école d'ingénieurs publics qui était à cheval entre Évry et Strasbourg, et j'ai fait l'antenne strasbourgeoise de l'école qui aujourd'hui n'existe plus. Et en parallèle, en fait, j'ai fait un autre diplôme en Angleterre, un master de recherche dans tout ce qui est calcul distribué, où pendant un an, j'ai bossé sur comment optimiser des algorithmes de manière automatique pour fonctionner sur des centaines de cœurs en parallèle sans que les développeurs aient à modifier leur code. Voilà un petit peu d'où je viens. Donc, j'ai plutôt un gros background tech et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai fait et développé dans ma vie pro chez Scalingo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé à travailler sur le projet Scalingo? Historiquement, donc, je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné par ce que je fais, par le domaine de la technique. Je fais partie un peu de cette catégorie de personnes. Et quand j'étais en troisième, quatrième année d'études, je commençais à me poser des questions sur ce qui allait m'intéresser, notamment dans le cadre des stages, quel type de boulot je voulais, quel domaine au sein du dev m'intéressait. Et en fait, c'est par la vie associative que j'ai rencontré la personne qui est ensuite devenue mon associé. Puisqu'en fait, à Strasbourg, il y a une association qui s'appelle Alsace Digital, qui est là pour un peu stimuler l'écosystème autour du numérique, qui organise des hackathons, qui organise des événements où des devs, des graphistes, des gens qui bossent un peu dans tous les domaines se rassemblent. Il y avait notamment un événement qui s'appelle Hack SXB, SXB étant les 3 lettres de l'aéroport de Strasbourg. C'était le dernier vendredi de chaque mois, et grosso modo, c'était une soirée où les gens pouvaient venir de manière libre pour bosser sur des sujets qui n'avaient jamais le temps de terminer chez eux, des sujets perso, et donc c'était un moment un peu de rencontre où on pouvait voir ce qui intéressait les personnes de l'écosystème. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai rencontré Yann, mon associé, et à un moment, lui, il avait déjà une boîte de service. Moi, j'étais étudiant passionné, mais un peu paumé sur ce que je voulais faire dans mon futur. Et clairement, pouvoir utiliser mes compétences et ce que j'aimais faire sans être sous une contrainte que je considérais, en tout cas à l'époque, très lourde, d'être salarié pour quelqu'un d'autre, bah, ça m'a pas mal attiré. Et Yann, de son côté, faisait de service et il était aussi pas mal attiré sur le fait de créer un produit. Et donc, en discutant ensemble, de fil en aiguille, on s'est dit, ah ouais, on pourrait essayer de créer quelque chose. Et en fait, lui m'a pris en stage dans son ancienne boîte, dans sa boîte de service, mais pas pour bosser directement pour l'entreprise en question, mais pour prototyper ce qui est ensuite devenu Scalingo. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et c'était aussi l'année où il y a eu pas mal de choses. Il y a eu les révélations d'Edward Snowden qui expliquaient que la NSA, que le service de renseignement, écoutait les télécommunications un peu partout dans le monde. C'était l'année où Docker est sorti également. Donc, il y avait pas mal de mouvements dans l'écosystème qui, en fait, nous ont pas mal motivés. Et c'est un peu de ça qu'on s'est inspiré pour arriver là où on est. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait Scalingo? Tout à fait. Donc, du coup, Scalingo, c'est une entreprise qui fait de l'hébergement web et de bases de données. Plus précisément, on fait ce qu'on appelle du PaaS, donc du plateforme as a service. Et le but, en fait, c'est de simplifier au maximum la manière dont on héberge des applicatifs web et des bases de données. C'est-à-dire que nos clients sont principalement des entreprises, mais pas que, mais des entreprises, autant des personnes en freelance que des entreprises qui font du service, que des entreprises qui ont des produits ou même des grands groupes. Et ces entreprises viennent chez nous pour déployer
déployer des sites web, des API, n'importe quoi qui a besoin d'être hébergé, et faire ça le plus facilement possible, sans avoir à prendre en compte comment est-ce qu'on va ajouter des nouveaux serveurs, qu'est-ce qui se passe quand il y a une panne de serveur, parce que le CPU a cramé, parce que la ventilation s'est arrêtée de fonctionner, qu'est-ce qui se passe au moment où il y a des gros pics de charge. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont automatisées par Scalingo, qui sont prises en compte pour que, par exemple, quand on a des serveurs qui crashent, automatiquement, tous les sites web qui sont hébergés dessus vont être dispatchés à droite à gauche pour continuer de fonctionner de manière la plus transparente possible. Et donc, en d'autres termes, on fait ce qu'on appelle de l'automatisation d'infrastructure également. Donc, on fait en sorte que des tâches qui souvent, traditionnellement, étaient manuelles et un petit peu laborieuses deviennent le plus facile et rapide possible. Un autre exemple pour terminer, c'est le fait de déployer une base de données, notamment un déploiement de base de données. Donc, ça peut être, traditionnellement, on peut avoir juste une base de données sur un serveur, mais nous, on va déployer en un clic des clusters de bases de données qui vont être répliqués avec des backups, avec tout un ensemble de fonctionnalités qui sont mises en place de manière automatique. Donc voilà, c'est prendre en charge la complexité technique à la place du client et qu'il puisse juste profiter des avantages comme la haute disponibilité ou l'augmentation des performances liées à la scalabilité, etc. Alors, tu me racontes tout ça et moi, dans ma tête, j'entends Amazon, Google, Mhm. Microsoft, IBM. Comment vous vous positionnez par rapport à ces géants de la tech qui font des dizaines de milliards sur à peu Mhm. près le même métier, en tout cas, une partie de leur métier, c'est le tien. Ouais. Ouais, c'est une bonne question et on nous la pose souvent, donc ça tombe bien. Donc il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses sur comment est-ce qu'on s'est positionné et ce qu'on fait. Je vais commencer par la partie un peu moins technique. Comme je le disais avant, on a créé Scalingo un peu en réponse à l'affaire Prism, au fait que justement, il y avait des gros mastodontes qui se positionnaient, qui étaient toutes des boîtes américaines et qui avaient beaucoup d'entités françaises et européennes, que ce soit des entreprises ou des administrations, des entités publiques, qui clairement se posaient la question, où sont mes données? Qui a accès à mes données? Comment je fais pour les rapatrier si j'en ai besoin? Et en fait, et au moment où des études étaient mises en place dans ces administrations et entreprises, elles se sont dit, ah mais mince, on aimerait bien les ramener en France, en Europe, mais en fait, il n'y a pas de service équivalent. Il y a pas l'écosystème technique, technologique qui existe dans les boîtes aux États-Unis. Ce qui était un petit peu gênant, et c'est encore dans une certaine mesure le cas, hein, parce que Amazon, Facebook, Facebook héberge pas, mais Google, IBM, etc. sont toujours des géants. Mais donc, c'est un peu en se positionnant là-dessus et en disant, écoutez, chez nous, on va essayer de créer un service de qualité au niveau de ce que vous pouvez trouver chez les acteurs américains, mais on va se baser uniquement sur des stacks européennes. Donc, il y a vraiment une notion de souveraineté, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté de la donnée, qui était importante et qui est aujourd'hui importante pour nos clients. Donc ça, c'est un aspect. Et il y a un autre aspect qui est sur le produit. C'est-à-dire qu'effectivement, Amazon, Google, Azure, via Microsoft, ils font de l'hébergement de 1000 manières différentes d'ailleurs, et à un tel point que le niveau de complexité est extrêmement élevé. C'est-à-dire que vous allez sur Amazon Web Services, vous avez 550 services différents que vous pouvez utiliser pour faire de l'hébergement d'à peu près tout et n'importe quoi. Le catalogue de produits est absolument énorme, au point qu'aujourd'hui, il y a des formations, il y a des experts qui sont juste là pour expliquer comment fonctionnent ces clouds. C'est des choses qui sont très peu, enfin, dès qu'on arrive à un certain niveau de complexité, qui sont difficilement internalisables, qui demandent vraiment beaucoup de compétences, alors que Scalingo se positionne un petit peu plus comme ce qu'on appelle un one-stop shop. C'est une solution où tout est packagé, où il y a une offre qui est mise en place, où la complexité va être très faible. Quelqu'un qui déploie un site web chez Scalingo, il va avoir du monitoring, de l'alerting, de l'autoscaling, toutes ces choses-là la gestion de log, la gestion des alertes, toutes ces choses-là qui, en fait, chez un AWS ou chez un Google, en fait, demandent d'articuler 5, 10, 15 de leurs services managés. Nous, en fait, ça va être packagé et de manière très simple, tout va fonctionner ensemble. Donc, il y a un peu une différence sur l'offre pour encore justement acquérir un niveau de simplicité additionnel. Voilà, je pense que c'est les deux grands axes qui nous différencient. Ensuite, on pourrait rentrer dans les détails, il y en a plein, mais on n'a pas assez de temps. Effectivement, mais par contre, ces notions de cloud souverain, Mm. j'aimerais quand même les creuser un petit peu. Mais avant Bien ça, sûr.
Est-ce que tu peux est-ce que tu peux partager quelques chiffres aux étudiants pour qu'ils puissent comprendre un petit peu quelle est la dimension de Scalingo aujourd'hui et comment Mhm. tu as évolué de tes idées en tant qu'étudiant à aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, donc l'entreprise a été ouverte il y a 7 ans et quelques mois, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 an et demi de prototypage, de bêta privée, de bêta publique, et on a ouvert l'entreprise au moment où on était capable de facturer des clients, et pas avant. Ce qui s'est révélé être un bon choix, hein, on l'a fait parce qu'on nous l'avait conseillé, on était content d'avoir fait ça. Scalingo n'est pas une entreprise qui a levé des fonds auprès de VC ou d'investisseurs tiers. On est une boîte qu'on dit on a bootstrappé, c'est-à-dire on consomme notre propre argent et pas l'argent d'autres personnes. C'est aussi un choix qui a été fait qui paye aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, donc 7 ans plus tard, on est 20 personnes chez Scalingo et on est dans une phase de croissance assez forte. C'est-à-dire que si je reprends un petit peu l'historique, pendant 4 ans et demi, ça a été surtout du développement produit. Commercialement, ça avançait très doucement, mais on voyait une évolution. On s'est dit, ah, on a envie de continuer. On s'est arrangé pour pouvoir continuer. Et ensuite, on a commencé à mettre un peu plus l'accent sur la partie de vente pour trouver plus de clients et surtout, en fait, le domaine de l'hébergement, c'est pas le cas pour tous les domaines, mais pour le domaine de l'hébergement, c'est très vrai. Il y a une dimension psychologique qui est très forte, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient héberger son site web et ses données surtout, en fait, ce qu'il a une entreprise, c'est ce qu'elle a de plus précieux, ses données. Et donc, le fait d'exister depuis un certain nombre d'années, d'avoir un track record qui est important, ça fait un peu un effet boule de neige. C'est pour ça que aussi ça a mis pas mal d'années pour évoluer. Donc aujourd'hui, pour les chiffres, donc on est une vingtaine. Notre objectif, c'est être entre 30 et 35 à 12 mois. Donc on est dans une phase de croissance qui est assez forte. On héberge, on a 2 data centers dans lesquels on héberge les données, les applications et les bases de données de nos clients. Aujourd'hui, on héberge quelque chose comme entre aller à la louche 13 et 15 000 sites web en tout genre. Hein. Ça peut être comme dit, des sites vitrines comme des sites très très complexes. Nous, on regarde pas vraiment ce que les personnes hébergent chez nous. Hein. On fournit les outils. Qu'est-ce que je voulais dire dans l'entreprise aujourd'hui, donc on est une vingtaine, on a à peu près 2 tiers tech, 1 tiers non tech. Quand je dis tech, ça va être sécurité, résilience, donc s'assurer de la gestion d'incidents, de la disponibilité, etc. Et aussi de développement de produits, et développement d'outils pour l'entreprise. Et la partie non tech, ça va être marketing, commercial, customer success, donc s'assurer que les clients arrivent bien à faire ce qu'ils veulent et les accompagner, prospection, etc. Est-ce que tu attendais d'autres chiffres, Daniel? Parce que je suis un peu parti, j'ai peut-être oublié. J'aurais voulu avoir le chiffre d'affaires, mais je ne suis pas sûr que tu puisses le partager publiquement. Dans le doute, je veux dire que je n'ai pas le droit. Peut-être que c'est le cas, et peut-être même que vous pouvez aller le voir sur société.com hein, si on l'a publié publiquement, mais je n'en ai pas la certitude. Donc, dans le doute, je ne vais pas le partager. Mais vous pouvez imaginer que pour une entreprise qui bootstrap, et c'est vrai en général pour une entreprise qui ne surfe pas sur la croissance et les investisseurs, c'est à peu près 1 million de chiffre d'affaires pour 10 employés. Voilà, donc tu n'as rien partagé. Je n'ai rien partagé. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'acteurs qui aujourd'hui vous confient leur hébergement? Ouais, ça pas de souci. On a pas mal de cas qui sont tout simplement publics. D'ailleurs, vous pouvez, sur notre site, on a des cas d'usage un petit peu où on explique un peu ce que font les gens. Mais un point qui est assez représentatif, c'est par exemple, on travaille avec le ministère de l'Intérieur pour héberger toute la stack de dématérialisation des procurations. Si vous avez utilisé le service maprocuration.gouv.fr, qui a été mis en place pour les élections cantonales cette année, et ensuite pour les élections présidentielles et maintenant pour les élections législatives. En fait, tout le système d'information, toutes les données sont hébergées par Scalingo. Et donc, c'est autant les données qui viennent des citoyens, mais aussi les données des mairies qui vont se connecter à ces outils, les données de la police, etc., qui gèrent les procurations. Et donc, par exemple, on va héberger des entités publiques comme ça, qui ont des systèmes plus ou moins complexes. On bosse aussi avec des entreprises de services. Par exemple, on travaille avec Dernier Cri, qui est une entreprise lilloise, en fait, une entreprise qui
qui ship du projet, beaucoup de projets, comme une entreprise de service. En fait, tout leur projet, par défaut, ça va venir chez nous si leur client n'a pas de préférence d'hébergement. Ils vont nous recommander systématiquement. On héberge aussi, par exemple, le site web de Le Wagon. Le Wagon, il y a tout leur système. Donc, Le Wagon, c'est l'entreprise qui fait des camps j'ai oublié, des camps de bootstrap pour apprendre le dev à des personnes qui veulent se réorienter en général. Et donc, ce qu'on appelle le LMS, le Learning Management System, qui est tout leur récit interne pour suivre les étudiants, faire les tests, faire les formations, partager les contenus, etc. C'est aujourd'hui, tout est déployé chez Scalingo. Et c'est un cas d'usage intéressant parce que historiquement, ils utilisaient nos concurrents américains et ils ont décidé de migrer chez nous, justement, pour avoir des interlocuteurs français, rapprocher la donnée, etc., etc. Et on bosse également avec des acteurs plus traditionnels d'une certaine manière. On va bosser avec le Crédit Mutuel, on va bosser avec, je ne sais pas qui d'autre j'ai en tête, mais par exemple, on héberge également des sites de start-up qui ont grandi, qui ont commencé chez nous. C'était des petits projets, ils étaient une, deux personnes. C'était par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Uptest, qui ensuite a grossi, a levé des fonds une fois, deux fois, puis s'est fait racheter. Et donc, c'est une entreprise où au début, ils étaient 2, à la fin, ils étaient 70. Je dis à la fin, au moment du rachat. Et en fait, toute la croissance s'est faite en utilisant nos services. Et c'est également le cas, par exemple, pour une entreprise qui s'appelle ChargeMap, qui aujourd'hui est un peu le leader sur tout ce qui est cartographie et système de navigation pour les véhicules électriques. Voilà, donc c'était des entreprises qui, au début, avaient besoin d'un tout petit serveur et ça leur coûtait 5 euros par mois et qui aujourd'hui, ont grandi. Et nous, en fait, vu que tous nos systèmes sont élastiques et permettent de scaler en fait, les applications des clients et les bases de données, aujourd'hui, ils sont devenus très gros, voire très gros, et on continue à pouvoir bosser avec eux. À un moment, dans ta présentation, tu as mentionné le fait que vous avez des data centers. Hum. Est-ce que ça veut dire que vous avez vos propres serveurs ou vous utilisez des tiers et vous êtes juste une surcouche logicielle? Effectivement, je parlais de data center, mais on a fait clairement le choix de ne pas utiliser ou gérer nous-mêmes les serveurs physiques. Parce qu'on pense que c'est un savoir-faire qui est complètement différent, qui demande une capacité d'investissement qui est très forte, puisque les savoirs physiques, il faut les acheter et ensuite les rentabiliser sur le temps. Et dans un modèle tel que le nôtre, en fait, ça ne fonctionne juste pas. D'autant plus que, comme je le disais, développer du logiciel qui permet d'automatiser comment fonctionnent les infrastructures, etc., c'est pas du tout le même savoir-faire que monter des serveurs, savoir quelle barrette de RAM il faut mettre à quel endroit, quelle quantité de disque dur de réserve est-ce qu'il faut avoir, etc. C'est vraiment des mondes qui sont assez différents et on a préféré laisser cette responsabilité aux gens dont c'est la responsabilité. Donc, ils sont spécialisés là-dedans, vraiment, d'un point de vue industriel. Et pour le coup, aujourd'hui, on est passé par plusieurs fournisseurs de serveurs. D'abord, un fournisseur assez local qui était appuyé à un groupe industriel alsacien, pour le coup. Fournisseur chez qui on est parti ensuite et on avait le choix, on voulait s'adosser à un cloud français. En France, on a OVH, Scaleway, Outscale, qui sont les trois, on va dire, grands du marché. On n'a pas choisi OVH pour des raisons de confiance. C'est-à-dire on avait des problématiques de confiance envers leur support client, envers la qualité de leurs produits, et pour nous, c'est paru inacceptable en fait. On s'est dit qu'on ne voulait pas bosser avec eux. Scaleway, Scaleway était un petit peu trop jeune. Aujourd'hui, si on se reposait la question, peut-être qu'on choisirait pour eux, mais quand nous on a commencé, en fait, il n'y avait pas assez de service, ou la qualité du service n'était pas suffisamment au rendez-vous. Et du coup, on a contacté Outscale, qui est quand même plus gros, parce que Outscale, en fait, est une filiale du groupe Dassault Systèmes. Donc, il y a une capacité de financement qui est assez énorme. Et surtout, une des raisons qui a fait le choix, c'est que en fait, Outscale a un certain nombre de certifications. Donc, ça veut dire qu'ils sont des entités tierces, vérifient qu'ils ont certaines pratiques au niveau de comment est-ce qu'ils gèrent la sécurité de leur data center, la sécurité des opérations de data center, la sécurité des données en général. Et vu que c'était commercialement et stratégiquement vers là que Scalingo voulait également aller, vers cette notion de souveraineté de la donnée et aussi du coup de niveau de sécurité
de cette donnée-là, en fait, c'était plutôt un bon match. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on travaille sur 2 data centers, en fait, on travaille sur les data centers qui sont gérés par Outscale et qui proposent en fait un IaaS pour déployer des machines virtuelles, du disque, du réseau, etc., qui est d'ailleurs, dont les API sont compatibles à AWS, ce qui nous aidait beaucoup, notamment parce que l'écosystème AWS au niveau outillage est assez fort. On était très content de pouvoir juste reprendre ces outils et se brancher sur les API d'Outscale. Donc voilà, nous, on consomme un IaaS. C'est super clair. Est-ce que tu peux nous emmener en fait dans la compréhension de ce qui s'est passé au cours des dernières années et comment toi, ton rôle en tant que CTO a évolué? Du coup, pardon. Bien sûr. Euh, donc, comme je l'ai raconté, j'ai commencé à prototyper Scalingo il y a 8 ans et demi. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans et demi, on était deux associés. Il était clair que moi, j'allais prendre en charge la partie technique, tandis que Yann allait prendre en charge la partie plutôt commerciale, administrative, marketing, communication, toutes les fonctions qui sont plus support, entre guillemets, même si c'est pas un nom absolument génial pour ces fonctions-là, comme elles sont assez indispensables également. Et donc, historiquement, donc moi, j'ai développé, vraiment, j'ai fait le code et la gestion de l'infrastructure de toutes les premières versions de Scalingo, on va dire. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, donc le prototypage, j'étais seul à bosser là-dessus. Je faisais du dev, un peu en tunnel. Quand on a ouvert la boîte, quelques mois plus tard, on avait pu avoir un petit peu d'argent et même on avait un capital initial de 30 000 euros pour l'historique qui nous permettait par exemple, de prendre un stagiaire, de prendre un petit peu de temps avec d'autres personnes. Et donc, je restais le développeur principal, mais on a commencé à faire rentrer un petit peu de sang neuf pour travailler sur certains sujets. Ensuite, on a eu un premier employé au bout de 12-18 mois, puis un deuxième employé qui était notre premier stagiaire qu'on a embauché ensuite. Et donc là, on s'est retrouvé à être une équipe de 4 où j'étais toujours donc CTO à faire du dev principalement. Et mes fonctions pendant, je pense, les 4 premières années de l'entreprise ont pas tellement évolué puisque c'était, comme je disais, du développement de produit. Donc j'avais vraiment la responsabilité de faire le dev, de le déployer, de s'assurer que ça marche et que les clients puissent l'utiliser. Depuis qu'on a grandi un petit peu plus et que l'équipe s'est un peu agrandie, mais effectivement, mon rôle a pas mal changé. Et en ce moment, justement, mon rôle change, je pense, à tous les 3 à 6 mois de manière assez forte, parce que on va dire, je suis obligé d'être un petit peu multi-casquette en permanence, et selon les périodes et selon les besoins, en tant que CTO, je vais prendre plus une casquette que l'autre. C'est-à-dire que selon les périodes, je vais être beaucoup plus sur la partie organisation. Donc, ça va être gestion des équipes, gestion des recrutements, savoir quel type de profil il nous manque, comment les chercher. Donc, une partie vraiment plus ce qu'on dit de engineering management, donc de gestion d'équipes, de projets et d'humains. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus fait ces dernières années au fur et à mesure où l'entreprise grandissait. Mais j'ai également eu un rôle on va dire, de co-RSSI, puisqu'on a embauché un responsable sécurité des systèmes d'information dans le cadre des certifications qu'on souhaite passer. Comme je le disais avant, on veut monter un niveau de sécurité. Et donc, nous-mêmes, on passe des certifications et c'est beaucoup de travail. Et donc, là, ces derniers 6 mois, j'ai passé beaucoup de temps sur ces sujets-là. Donc, j'avais un peu une casquette responsable sécurité ou co-responsable sécurité, puisque travailler à deux, c'était vraiment mieux. J'ai aussi eu une casquette beaucoup plus opérationnelle Ops, c'est-à-dire qu'on a d'abord recruté des développeurs qui bossaient sur le projet. Par contre, tout ce qui était gestion d'incidents, gestion de problèmes, en fait, j'ai gardé ce rôle assez longtemps jusqu'à ce qu'on arrive à former suffisamment des personnes en interne et avoir suffisamment d'employés capables de gérer des problèmes et parfois des gros problèmes. Alors quand il n'y a plus rien qui marche, ça demande quand même un paquet de connaissances ou un paquet de documentation pour pouvoir gérer ces problèmes-là. Et donc, je dirais que c'est la dernière casquette que j'ai un peu retirée, puisqu'on a fait grandir cette équipe-là. Et en janvier cette année, il a été décidé que je ne ferai plus du tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, aussi parce que j'aime ça, hein, j'aime bien résoudre les problèmes, ça fait partie intrinsèque des choses que j'aime bien.
Et en parallèle de tout ça, je suis quand même, en fait, on est deux actionnaires, on va dire, co-majoritaires, et donc j'ai un rôle très stratégique pour l'entreprise. J'ai toujours cette casquette d'associé qui est de définir c'est quoi les choix stratégiques pour les prochains mois, trimestres, semestres, années pour l'entreprise. Ça va être au niveau de la roadmap, peut-être au niveau des décisions qu'on dit stratégiques, donc sur quelle orientation va prendre l'entreprise d'un point de vue recrutement, d'un point de vue produit, d'un point de vue relation client, d'un point de vue certification, toutes ces grandes décisions qui vraiment vont forge vers où et le travail qui est réalisé au sein de l'entreprise, bah, j'en suis une partie prenante. Donc, il y a une partie de mon temps en continu, je pense, qui est dédiée à ça. C'est pour ça que je parlais du multicasquette, parce que ce rôle entre CTO et associé majoritaire, ou quasi majoritaire, ça fait que je suis obligé de switcher en permanence entre travailler avec les équipes, travailler dans l'opérationnel, faire avancer les projets, spécifier les projets, définir vers où on va, et en même temps réfléchir, réussir à prendre du recul. C'est ça qui est particulièrement dur, c'est réussir à prendre du recul pour prendre des bonnes décisions plus sur le long terme pour l'entreprise. Alors, tu as mentionné le fait que vous êtes bootstrap et donc du coup que vous avez levé de l'argent auprès de vos clients, Oui, euh, exactement. si tu me permets l'expression. Mhm. Qu'est-ce que ça implique pour vous au jour le jour et surtout, comment ça t'a impacté toi sur la partie tech jusqu'à arriver au moment où vous commencez à avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour avoir une équipe qui grossit. Aujourd'hui, vous êtes 20 Mhm. personnes et plus. Beaucoup de résilience. Parce que effectivement, le fait de vivre de l'argent que nous payent nos clients, ça paraît un peu bête comme ça, parce qu'on imagine que les entreprises vivent de l'argent que leur donnent leurs clients, mais c'est pas le cas pour, pour toutes les entreprises. Bah, ça demande d'agir intelligemment parce qu'on n'a pas de l'argent à jeter par les fenêtres et au contraire, ça demande une gestion un peu, on va dire, un peu plus fine de comment et sur quoi vont travailler les personnes présentes. Moi, mon associé, mais également les premiers employés qu'on a eus. Savoir définir que les projets sur lesquels on travaille sont les bons projets. Et c'est quelque chose de très compliqué. Souvent, on le fait un peu par gut feeling. On se dit, OK, on a cette vision, on veut aller par là. Et c'est que a posteriori qu'on se dit, ah mince, on n'aurait peut-être pas dû investir 6 mois de dev là-dessus. Le retour sur investissement n'est pas très bon. Donc, c'est vrai qu'il y a ce question toujours du retour sur investissement, de est-ce que c'est une bonne dépense qui revient, je pense, beaucoup plus souvent qu'une boîte qui a levé 30 millions et qui peut embaucher pas mal de monde euh, assez rapidement. Ici, chaque recrutement qui a été fait, bah, il a été fait au moment où on savait qu'on pourrait payer la personne. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, bah, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise qui paye cette vingtaine de personnes au quotidien. Donc, ça crée parfois de la frustration parce qu'on se dit, mince, on veut faire beaucoup plus de choses, on a plein de choses sur la roadmap, on a besoin de plein de capacités de dev, mais derrière, bah, on est limité par l'argent qui rentre, le pipeline de clients et ce qu'on projette qui va rentrer dans les prochains mois. Et je pense que ça change beaucoup la donne. Ça change aussi la donne au niveau des recrutements, puisque quand on parle avec des personnes qui cherchent des postes, parfois c'est un argument qui fait mouche, parce que des candidats ont souffert dans des entreprises qui ont levé des fonds et où la pression pour gagner très vite de l'argent, pour pouvoir rembourser les investisseurs est présente et qu'ils n'ont plus envie de bosser là-dessus. Donc le fait de dire, nous, on a une autre culture d'entreprise, on a une autre politique d'entreprise, on n'a pas voulu chercher de l'argent et du coup, on contrôle mieux le rythme dans lequel on fait les choses et souvent, les employés sont plus partie prenante de comment les décisions sont faites que dans des entreprises où il y a des investisseurs qui rentrent dans la boucle. Ça change un peu la donne et je pense que ça a un impact qui est loin d'être négligeable sur la culture de l'entreprise, sur comment on fonctionne au quotidien, sur nos mécanismes de communication en interne et d'amélioration de ce qu'on fait en interne. Mais la partie inverse est aussi juste, c'est que par rapport au recrutement, c'est qu'on ne peut pas s'aligner sur les salaires. Aujourd'hui, une entreprise qui lève 100 millions, payer quelqu'un qui a 15 ans d'expérience 150 000 euros annuels, par exemple, elle va le faire sans réfléchir si le profil est bon.
Nous, déjà, on doit beaucoup réfléchir de si on est prêt à faire un tel investissement envers une personne, et même parfois, on n'est pas capable de s'aligner parce qu'on n'a pas les finances. Donc, c'est un petit peu frustrant et on doit prendre d'autres stratégies que recruter des gens qui ont beaucoup d'expérience et plus miser sur des gens qui ont moins d'expérience, mais qu'on sent que ça pourrait le faire et que du coup, vu qu'ils ont moins d'expérience, souvent les salaires vont être un petit peu moins élevés également. Donc, ça change un petit peu la donne sur ces stratégies de comment est-ce qu'on fait grossir l'entreprise, de qui on recrute, comment. Et parfois, c'est très agréable et parfois, c'est un petit peu difficile, surtout quand on a, là, par exemple, en ce moment, on a besoin de recruter plusieurs personnes, des rôles un petit peu clés. Et on a eu plusieurs refus après avoir fait un processus de recrutement qui est long, où il y a 3, 4, 5 entretiens, un test technique. Et pour une petite entreprise comme nous, on est une vingtaine de personnes, ça prend énormément de temps, énormément de ressources. Et avoir un non à la fin parce qu'on ne peut pas s'aligner sur le salaire, c'est un peu dur. Tu as parlé de la culture Ouais. chez vous. Je sais que c'est un élément qui est très important pour toi. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cette culture et surtout comment, avec ton cofondateur, vous vous attachez au jour le jour en fait, à la maintenir, à la diffuser aux nouveaux membres? Il y a plusieurs éléments qui sont assez forts chez nous et qu'on ne retrouve pas, je pense, dans toutes les entreprises. Ensuite, je suis complètement biaisé puisque moi, je n'ai pas travaillé dans beaucoup d'entreprises, que ce soit clair. On a quand même une très forte valeur autour de tout ce qui est amélioration continue. C'est-à-dire que quand les choses se passent mal, on veut que les gens soient capables de dire ça se passe mal ou ça ne me convient pas ou là il y a un problème et soient francs par rapport à ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on arrive plutôt bien à ce que les gens ne cachent pas les choses sous le tapis et préfèrent un peu dire le plus honnêtement possible, là je suis pas satisfait. Et pourquoi est-ce que, enfin, et pourquoi est-ce que les gens se permettent de faire ça? Et donc là, il y a tout ce qui en découle. Il y a le fait de savoir qu'ils vont pouvoir être écoutés, savoir qu'on a des temps ou des rituels d'entreprise qui sont dédiés au fait de discuter des problèmes, de se dire, OK, on accepte, là, ça se passe mal. Comment est-ce qu'on peut mieux le faire? Par exemple, toutes les 6 semaines, on fait un atelier avec l'ensemble de l'entreprise. On essaie de le faire en présentiel, mais parfois ça se fait à distance. Qu'on a, comment dire, ennuyeusement appelé l'atelier d'amélioration continue. On lui a pas trouvé un nom plus fancy, mais c'est un moment qui est très, très apprécié de tout le monde. Et c'est souvent des moments où tout le monde va pouvoir dire, partager ses frustrations, ce qui ne va pas dans l'entreprise, soit dans le quotidien du travail, soit dans la perception du produit, là où il pense qu'on devrait vraiment s'améliorer. Et c'est des moments où on va fortement discuter de ces choses-là et où on va dire le champ des discussions est très ouvert et l'écoute est très forte. Donc, on a beaucoup codifié également ce type de processus pour vraiment forcer les gens à être dans l'écoute, accepter les problèmes, ne pas dire non, il n'y a pas de problème, parce que si quelqu'un remonte un souci qui l'impacte dans son quotidien, mais en fait, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas d'une manière ou d'une autre. Parfois, il faut juste adapter de la communication, parfois, il faut faire des changements un peu plus importants sur l'entreprise. Et donc, c'est cette valeur-là qui, en fait, inclut pas mal de petites choses au quotidien. C'est en début de semaine, les personnes vont vraiment ont un temps de partage de comment ça va, c'est quoi le niveau d'énergie, qu'est-ce qu'on peut attendre de moi pendant la semaine. Parce que parfois les gens ils se sentent mal et donc on ne va pas leur attendre le même quantité de taf que de quelqu'un qui se sent particulièrement bien et il faut l'accepter, c'est comme ça, on est que des humains. Donc toutes ces choses-là, réussir à le mettre un peu en exergue, mais rendre ça, se permettre aux gens de l'exprimer, euh, ça donne vraiment une allure de confiance et, qui est forte. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre ça également parce qu'on est 20. Il y a des vraies questions sur comment est-ce qu'on peut garder cette culture, la faire scaler avec les recrutements qui arrivent, etc. Pour l'instant, on a un rythme de croissance qui est assez organique. Donc, en fait, ça se fait assez facilement. Si à un moment, on se met à grandir plus vite, il y aura la question, effectivement, de comment est-ce qu'on fait pour garder ce champ on va dire, de discussion possible aussi simple qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc il y a quand même un enjeu de comment ça va continuer. Mais c'est vrai que ça se retranscrit beaucoup par un processus de recrutement, plus tous les rituels du quotidien de l'entreprise, où à chaque fois, les gens ont la possibilité de parler, de partager ce qui va et ce qui ne va pas.
Comment tu vois le futur de Scalingo? Qu'est-ce qui est prévu dans les cartons? Et surtout, comment toi, tu te vois évoluer, Mm. en tant que CTO? Euh, plusieurs choses. Donc, le futur de Scalingo, il y a quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur et qui est un élément qui me motive beaucoup au quotidien. C'est que on est une boîte, on fait de l'automatisation d'infrastructures. On est une boîte très tech, on développe des outils pour les techs qui eux-mêmes ont un gros niveau de complexité. Et en fait, cet élément qui me motive particulièrement, c'est que là, on a atteint un certain niveau d'expérience et de qualité de produit que maintenant, quand on travaille sur un nouveau projet, bah, on travaille sur des projets qui sont particulièrement complexes, qui sont en général très peu faits ailleurs dans l'industrie. C'est-à-dire que quand on travaille avec une primitive un peu cachée du noyau Linux pour pouvoir rendre telle ou telle fonctionnalité, bah, en fait, on n'a pas d'autre choix que de creuser parce qu'en faisant une recherche Google, on trouve 0,2 résultats. Et en fait, moi, ça crée une certaine stimulation d'arriver à pouvoir développer des fonctionnalités avec un très haut niveau de technicité, qui n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est 3-4 dans l'entreprise. Ça demande d'avoir une certaine maturité et déjà une certaine base pour ensuite pouvoir monter en niveau de complexité. Et donc là, dans les projets qui arrivent pour les 12, 24, 36 prochains mois, on est quasiment que dans des projets d'amélioration du produit avec un gros niveau de complexité. Et ça, je trouve ça très, très stimulant. Et moi, je me vois très bien, en fait, travailler là-dedans sur comment est-ce qu'on fait, comment spécifier techniquement ces choses-là, vers où on va, comment on crée l'architecture de ces nouvelles infrastructures et de ces nouveaux produits. Et ça, c'est la partie qui me plaît particulièrement. Comme je le disais avant, j'ai pas mal de casquettes. Mon but aujourd'hui, c'est, vu qu'on grandit, c'est aussi de, de déléguer certaines casquettes, de donner la responsabilité à d'autres personnes de certains rôles que je fais parce qu'il faut les faire, mais qui me tiennent moins à cœur. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à faire, je trouve. Parce que c'est difficile, parce que on est dans l'opérationnel, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'on est attaché émotivement à certaines choses qu'on fait dans l'entreprise, et qu'à un moment, se dire ah non, maintenant c'est plus moi, c'est toi qui va le gérer, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et en plus, trouver les bonnes personnes, soit en interne, soit en recrutant, donc en externe, trouver les bonnes personnes pour donner les responsabilités, c'est des choses compliquées. Mais moi, j'ai vraiment une volonté de donner donner une partie de mes responsabilités à d'autres personnes, notamment autour de la gestion de projet, la gestion des équipes, donc la structure des équipes, comment les gens travaillent entre eux, définir tout le processus de recrutement. C'est des choses que je fais aujourd'hui, mais je sais que c'est pas là où je suis le meilleur, je sais que c'est pas là où je m'épanouis le plus. Et à titre personnel, j'ai envie de pouvoir me concentrer justement sur le défrichage, l'architecture de tous ces nouveaux projets techniques à haute complexité dont je parlais avant. C'est vraiment là où je pense que je peux apporter quelque chose de très fort dans mon travail au quotidien dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu ça mon objectif personnel en ce moment. On arrive vers la fin de la partie enregistrée de notre conversation. Il me reste 2 questions à te poser. J'écoute. Tu as monté ce projet en tant qu'étudiant. Tu as prononcé le mot résilience au moins 2 fois durant notre Mhm. échange. Que, Léo aujourd'hui pourrait donner comme conseil à Léo il y a 7 ans quand il a monté le projet sorti d'école? Fuis, fuis. Non, peut-être pas. Quel conseil? C'est une bonne question. Je pense que je me donnerais des conseils d'un petit peu plus réfléchir à ce que je fais, pas dans le fait de me lancer ou pas dans le projet, parce que me lancer dans le projet, au moment où je l'ai fait, je me suis dit, ah, j'ai pas tellement d'accroche ni géographique, si j'ai besoin de bouger, ni j'ai pas forcément d'accroche familiale, comme ça peut être le cas plus tard. J'ai pas forcément d'accroche financière non plus, dans le sens que qu'est-ce qui se passe si mes petits sous de côté, je les dépense et on se crache, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais trouver un autre job et on a la chance et les gens qui sont Epita également, ce sera, je pense, encore le cas d'être dans un des rares domaines d'activité où il y a et des jobs et de l'argent. C'est vraiment pas la généralité. Il faut bien s'en rendre compte. Et je me disais que le risque était assez faible. Donc aujourd'hui, je pense que le risque continue d'être relativement faible, même si le monde change un petit peu.
Mais là où le conseil que je me donnerais beaucoup, c'est de plus réfléchir dans quel ordre faire les choses. Souvent, on parle de lean pour à peu près tout et n'importe quoi. Je pense qu'on n'a vraiment pas été lean, mais que aussi pour un projet aussi complexe où il y a des grosses attentes sur faire au moins aussi moins bien que des acteurs américains, c'était un peu compliqué d'être lean. Il fallait déjà un petit set de features avant de pouvoir de sortir publiquement. Mais je pense quand même qu'il y a eu des moments ou des temps où on a investi soit de l'argent, soit du développement, qui au final nous ont fait perdre du temps en fait. Donc c'est vraiment plutôt réfléchir mieux à dans quel ordre faire les choses et réussir à avoir une vue un peu plus globale plutôt que juste de rester en vision tunnel dans un enchaînement de fonctionnalités ou de choses à réaliser. Vraiment se prendre du temps régulièrement pour prendre du recul. Et je pense que les premières années, notamment quand j'étais étudiant et même juste après mes études, je faisais très peu ça. Et je pense que c'est un bon conseil de se dire, se garder du temps pour réfléchir, à réfléchir à autre chose que le code. Voilà. Ma dernière question, est-ce que tu as, une lecture, une vidéo, une inspiration que tu pourrais partager avec les étudiants, qui pourrait eux les inspirer, les motiver dans leur projet, par exemple? Euh, c'est une bonne question. Euh, j'ai une réponse qui peut être un petit peu drôle. Je recommande un livre qui s'appelle Gagner la guerre de Jean-Philippe Jarowski. C'est un auteur français de fantasy. Je propose ce livre parce que c'est un des livres que j'ai préféré ces dernières années et parce que, encore une fois, faut sortir la tête du code et se distraire par des bons bouquins. C'est vraiment cool. Voilà, donc j'ai pas répondu sur un sujet technique, mais sur une référence de lecture pour se distraire, je recommande fortement. Ça me va très bien. Merci infiniment Léo. Je vais couper l'enregistrement maintenant et je vais laisser la place aux étudiants pour te poser des questions.